Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, quelques remarques préliminaires. La première remarque, c'était l'affirmation du chef de l'État lors de sa campagne présidentielle de tenir compte de la volonté de la population et d'assurer la concertation. Il n'y a pas de concertation lorsqu'il y a entre 300 000 et 1 400 000 personnes qui manifestent dans la rue et que l'on n'écoute pas et que l'on ne veut pas écouter. Il n'y a pas de concertation lorsque 700 000 signatures adressées au Conseil économique, social et environnemental sont mises au panier et ne sont pas examinées. Et l'on veut inscrire dans la Constitution le caractère social de notre Constitution. La démonstration est faite qu'il n'y a pas d'audition de ce caractère social en ce moment à la tête de l'État. Deuxième remarque préliminaire. Il y a une étude d'impact au projet que nous examinons maintenant. Mais cette étude d'impact est totalement insuffisante. Elle est orientée. Elle ne tient pas compte des différentes études qui ont été faites dans un sens. Par contre, on tient compte constamment des études faites dans un autre sens. Il n'y a pas de statistiques dignes de ce nom. Il n'y a pas d'analyse sur les conséquences qui seraient la logique de l'application de ce texte. Par conséquent, nous estimons que cette étude d'impact comporte beaucoup trop de lacunes, comporte beaucoup trop de survols rapides et par conséquent n'est pas exploitable réellement. Et puis une dernière remarque. Cette dernière remarque, évidemment, nous n'en avons pas eu officiellement connaissance, mais la presse en a parlé. C'est l'avis du Conseil d'État. Or, le Conseil d'État a dit que ce texte était imparfait, était incomplet, en particulier en ce qui concernait la seconde partie du texte, c'est-à-dire l'adoption, et c'est-à-dire l'état civil, et c'est-à-dire le nom. Et là, on sait qu'il y a toute une série de causes d'inconstitutionnalité qui risquent d'apparaître. Ces remarques étant faites, permettez-moi de passer tout d'abord à l'examen du mariage, et ensuite je verrai l'examen de la filiation. Tout d'abord, le mariage. Je me rappelle Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, qui, à propos du Pacs, avait refusé un amendement que j'avais proposé en tant que rapporteur. Et cet amendement était simple, il consistait à dire « Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme en vue de fonder une famille ». Et Madame le garde des Sceaux m'avait répondu à l'époque « Mais c'est totalement inutile de le mettre, ça va de soi, c'est le sens même du Code civil. » Par conséquent, il y a une évolution qui s'est faite depuis Madame Guigou, assez considérable que je dois constater. À cette époque, cela allait de soi et il n'y avait pas besoin de le rajouter dans le Code civil, peut-être, je le reconnais, mais je rappelle tout de même que la Convention européenne des droits de l'homme, que la Convention universelle des droits de l'homme, que les pactes de Téhéran, tous affirment que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas modifié cette règle du jeu. Et je rappelle aussi que notre Constitution prévoit que les traités internationaux qui sont normalement ratifiés auront immédiatement une valeur supérieure à la loi. Et donc nous sommes en train d'adopter une loi qui n'est pas conforme à des traités internationaux auxquels nous sommes partis. Alors ça va plus loin. Ça va plus loin. L'étude d'impact a passé rapidement là-dessus. Mais il y a une multitude d'accords internationaux sur le droit de la famille que nous avons signés avec une multitude d'États qui vont devenir caducs à cause de la loi que nous risquons d'adopter la semaine prochaine ou ces jours-ci. C'est tout de même là une négation
non pas de l'ordre constitutionnel, mais de la supériorité des traités par rapport à la loi. Il faudra donc les revoir complètement. Mais alors j'en viens à autre chose. Je me suis beaucoup amusé à regarder les citations des encyclopédistes au XVIIIe siècle, où j'ai constaté qu'ils étaient tous contre le mariage. Diderot, d'Alembert, Marivaux, je ne parle même pas du marquis de Sade, qui était naturellement totalement contre. Mais qu'est-ce qu'on dit? Le mariage, c'est le pire des esclavages. Je cite Diderot. Et puis quand on relit ensuite les socialistes, les anarchistes et les communistes du XIXe siècle, ils disent la même chose. Le mariage, c'est l'exploitation de la femme par l'homme. C'est la transposition de la dictature de la bourgeoisie. Alors, ce qui m'étonne, c'est de voir nos amis à la gauche de cet hémicycle défendre aussi ardemment le mariage pour tous, alors que leurs prédécesseurs dans le passé étaient au contraire pour l'abrogation de cette institution désuète et bourgeoise. Alors bien sûr, ils ont raison. Il y a 14 ou 15 pays à l'heure actuelle qui ont reconnu le mariage pour tous. En Europe, il y a les 5 États scandinaves, c'est vrai. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne. Il y a maintenant le Royaume-Uni, encore avec des conditions différentes de les nôtres. Et puis, il y a le Canada. Il y a quelques États aux États-Unis, quelques États au Brésil. Il y a l'Argentine. Il y a, depuis hier, l'Uruguay. Et il y a l'Afrique du Sud. Oui, mais c'est une belle liste, mais le mariage n'a pas la même signification que chez nous. Et cela n'est pas dit dans l'étude d'impact. Mais non, le mariage n'est pas la transposition de notre système qui est né en 1804 et qui, lui, est la transposition du mariage catholique. En réalité, c'est cela le problème. On a voulu faire du mariage, dans notre droit français, une institution solennelle, un contrat solennel, qui est non seulement un contrat, mais également une institution. Et on ne retrouve pas ce caractère dans les autres pays. On ne retrouve pas ce caractère dans les États protestants où le mariage n'a pas du tout la même signification et peut être dissous dans d'autres conditions que nous et où les règles applicables à l'adoption ne sont pas les mêmes. Je rappelle que le Portugal, on ne peut pas adopter. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, on ne peut adopter que si on adopte un enfant des Pays-Bas et par conséquent, nous sommes en face de situations qui sont totalement différentes des nôtres parce que le mariage n'a pas la même signification ailleurs que chez nous. Alors, c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous opposer à la reconnaissance de droits que n'ont pas effectivement les couples homosexuels à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé l'union civile. L'union civile qui va conférer à ceux qui la pratiqueront les mêmes droits et les mêmes devoirs que les couples hétérosexuels, à une exception près, c'est qu'il n'y aura pas de conséquences sur la filiation. C'est la seule différence. Par contre, la pension de réversion, par contre, le droit à succession, par contre, la solennité de l'union, eh bien, cela sera maintenu et créé. Par conséquent, nous faisons une chose qui existe d'ailleurs dans d'autres États qui ont parfaitement compris la différence entre le mariage, institution telle que nous l'avons consacrée dans le Code civil et maintenue pendant 2 siècles. C'est l'Allemagne qui a créé l'union civile. Et l'union civile, c'est la même chose que le mariage, mais réservé aux couples homosexuels. Et donc, il y a une différence par rapport à nous. Alors voilà ce qu'il convenait d'envisager sur cette question. Ah ben ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors maintenant que nous avons passé en revue ce problème du mariage, je voudrais en venir au problème de la filiation et au problème de l'adoption. Alors on est tous d'accord pour dire qu'un enfant ne peut être conçu qu'avec un homme et une femme. Ça, on est tous d'accord sur ce point.
Sauf que l'on voit apparaître et émerger une théorie qui est la théorie du gender, c'est-à-dire, je dirais, du sexe social, et pas du sexe réel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aurait le droit de choisir son sexe, aurait le droit de devenir homme ou de devenir femme selon ses aspirations, je dirais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut nous instiller une façon de penser qui est la façon de penser d'un groupe peut-être, mais qui ne peut en aucun cas être la façon de penser de la totalité des uns et des autres. Alors, le projet de loi veut assimiler totalement le couple homosexuel et le couple hétérosexuel en ce qui concerne la filiation, du moins en ce qui concerne l'adoption. Alors là, en ce qui concerne l'adoption, permettez-moi de dire les choses telles que je le pense, nous sommes là en face d'une hypocrisie manifeste. Nous sommes en face d'une hypocrisie manifeste parce que le texte tel qu'il est conçu est mal pensé, mal raisonné, incomplet et dangereux dans son application. C'est ce que je vais tenter de démontrer. D'abord, l'adoption, qu'est-ce que c'était à l'origine? Dans les pays qui pratiquent encore l'adoption sous cette forme, c'est la nécessité d'assurer le culte des ancêtres. En particulier à Rome, c'était le cas. Ou d'assurer le transfert du nom. Ainsi, Jules César, quand il avait adopté Brutus, ou quand il avait adopté Auguste, eh bien, dans ces deux cas, il l'avait adopté pour transmettre son nom, pour transmettre la tradition de sa famille, pour transmettre l'entretien des dieux là. On retrouve la même situation dans tous les pays d'Asie, où en Asie, l'adoption a pour but de permettre le maintien du culte des ancêtres. Ce n'est pas tout à fait le cas chez nous en France. L'adoption correspond à deux choses différentes et malheureusement on a perdu un peu la façon d'examiner à la fois l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière est une adoption qui a été faite dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Nous sommes en face d'un enfant orphelin, sans parents, abandonné, à qui on va trouver une famille qui va remplacer, suppléer totalement cet orphelinat qui est le sien, en lui donnant un nom, un état civil, une famille, des origines. Car l'enfant adopté dans l'adoption plénière devient pleinement membre entier de la famille qu'il adopte. Il a tous les droits et tous les devoirs d'un enfant qui aurait été conçu par ses parents. Nous avons réservé en réalité cette adoption plénière, on ne le dit pas officiellement, mais c'est un peu le cas, on l'a réservée en fait aux couples stériles. Et vous savez qu'en France, à l'heure actuelle, l'adoption plénière est devenue extrêmement difficile pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'enfants à adopter. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous avons une famille sur 3 ou sur 4 qui peut adopter un enfant en raison des demandes qu'il y a très nombreuses pour pouvoir adopter un enfant. Alors, naturellement, puisqu'il n'y a pas d'enfants en France à adopter, ou très peu, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on promet en voulant étendre l'adoption. Alors vous me direz, on va se retourner vers l'adoption à l'étranger. Mais il n'y a plus d'adoption à l'étranger non plus. C'est une source qui s'épuise. Et je prends là l'exemple de la Belgique. En Belgique, où il y a, comme vous le savez, le mariage homosexuel depuis de nombreuses années, depuis 2006, 0 adoption. 0. Parce qu'il n'y a pas d'enfants à adopter en Belgique. Alors, ce qui se passe en Belgique, il n'y a pas eu d'enfants adoptés aussi en Espagne. Ça nous arrivera également en France. Et pourquoi y en a-t-il pas adoptés? Parce que les pays qui acceptent l'adoption n'acceptent pas l'adoption par les familles homosexuelles. L'Afrique du Sud, qui est l'un des rares pays qui l'accepte à l'heure actuelle, a déjà fait savoir qu'elle n'accepterait plus l'adoption par les couples homosexuels si la loi qu'on est en train de discuter est adoptée. Et donc il n'y aura plus d'enfants possibles à adopter à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que la loi qu'on nous propose est une loi hypocrite, parce que puisqu'il n'y a pas d'enfants adoptés et qu'il n'y en aura pas, eh bien il faudra nécessairement recourir à d'autres moyens, et ces autres moyens, c'est la PRA.
Et comme tant d'autres l'ont dit tout à l'heure, puisque ce sera la PMA qu'on sera obligé d'accepter, d'ailleurs ne soyons pas hypocrites, elle existe déjà la PMA. Elle est déjà appliquée en Belgique, en Espagne ou dans d'autres pays. Et nous avons donc des femmes qui reviennent avec des enfants qui ont été conçus à l'étranger en violation de notre loi française, qui était une loi qui n'était pas si mauvaise que cela, puisque la PMA prévoyait d'être appliquée uniquement aux parents stériles ou aux parents qui risquaient d'avoir un enfant qui aurait une tare génétique venue de l'union de ses parents. Voilà, donc cela nous impose aussi de réfléchir à nouveau là-dessus, c'est-à-dire de réexaminer cette question de ces enfants qui existent et dont on ne peut pas nier l'existence. J'en reviens aussi, sans aller dans le sens de Madame le garde des Sceaux, à la sonnette d'alarme qu'avait tirée M. Baudis en tant que défenseur des droits sur effectivement la situation de quelques enfants sans droit qui étaient issus de la GPA, qui n'ont pas de droit, qui ne sont pas reconnus, etc. Et là encore, nous devrions nous pencher sur cette question parce que c'est une vraie question. Et là encore, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'intérêt des parents, c'est l'intérêt de l'enfant que nous devons avoir en permanence à l'esprit. Alors, j'en reviens aux deux sortes d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, c'est créer totalement une famille pour un enfant qui n'en a pas. C'est le couper complètement de ses origines qu'il n'aura pas à retrouver, puisque c'était ça le but de l'adoption plénière. L'adoption simple, c'est une toute autre nature. Et je rappelle que l'adoption simple était extrêmement répandue jusqu'à la guerre de 1914, en fait. L'adoption simple, c'est permettre la transmission du patrimoine, et du patrimoine parfois affectif, comme par exemple le nom ou le titre de noblesse, puisque c'était la noblesse qui l'utilisait souvent, qui permettait de transmettre par conséquent un héritage, mais c'était uniquement cela qui était l'élément principal. Alors le fisc a trouvé ça très intéressant, parce que le fisc a pensé que l'adoption simple, c'était pas il n'y avait pas de sentiments derrière, c'était pas une adoption plénière, par conséquent on pouvait taper dessus au point de vue fiscal. Et donc nous avons avec l'adoption simple un désengagement par rapport à celle-ci, parce que fiscalement elle n'est pas intéressante, puisque fiscalement, au moment de l'héritage, on va payer la grosse somme et on n'est pas du tout assimilé, là il y a une violation à mon avis de la loi, on n'est pas du tout assimilé à un enfant comme les autres, puisqu'on n'est pas soumis aux mêmes règles fiscales. Donc il y a là un élément qui fait qu'on s'est détourné de l'adoption simple. Mais je me tourne vers vous pour vous dire que, heureusement, l'adoption simple existe. Parce que, heureusement, grâce à l'adoption simple, un certain nombre de couples homosexuels ont pu avoir une double parenté. Car il y a des mères qui ont un enfant et dont leur conjointe a adopté par l'adoption simple l'enfant de leur conjointe. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, il est vrai, mais ça existe et c'est faisable. Ça démontre... Alors, il y a un inconvénient dans l'adoption simple, c'est que normalement l'autorité parentale passe à l'adoptant. Et donc, on n'a pas prévu les conséquences de cette adoption simple si on l'a généralisée. Alors, j'en viens donc au fond de l'affaire. Il devient nécessaire de revoir, de repenser l'ensemble de notre système de l'adoption. Parce que, je vais prendre un exemple que je connais bien. C'est le cas d'amis intimes de mes enfants. Lui est homosexuel et il vit en couple avec un autre. Elle est homosexuelle, elle vit en couple avec une autre femme. Ils ont tous les deux un enfant qui est âgé de 8 ans. Je ne vais pas vous donner son prénom, mais je le connais. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait, le garçon et la fille, un enfant par insémination artificielle. Et résultat, il y a 2 pères et 2 mères. Et tous les deux sont venus me voir en me disant « Nous, on veut adopter l'enfant », qui d'ailleurs vit en régime partagé entre le père et la mère. Ils vivent à côté l'un de l'autre. Bon, il n'y a pas de problème dans ce domaine. Mais ça, ce n'est pas possible, même dans le texte de loi qu'on nous propose. Il ne peut pas y avoir, dans un cas, puisque cet enfant a un père génétique, une mère génétique, il ne peut pas y avoir, dans ce cas, d'adoption possible. Alors j'en viens à la profonde inégalité qu'il y a dans ce texte et qui, à mon avis, relève de l'inconstitutionnalité. En effet,
ce texte va nous créer au moins 3 catégories d'enfants. Les enfants qui pourront faire l'objet d'une adoption plénière. Il y en a peu. Il y en aura tout de même quelques-uns. Les enfants qui ne pourront faire l'objet que d'une adoption simple. Et aussi, dernier cas, les enfants, toujours dans des couples homosexuels, qui ne pourront faire l'objet d'aucune adoption, parce qu'ils auront les 2 géniteurs qui sont nécessaires. Et alors, ça me permet d'arriver à l'inconstitutionnalité majeure de l'ensemble de ce texte. Il y a non seulement ce principe d'égalité qui est rompu dans cette histoire d'adoption, avec en plus toute une série de conséquences juridiques que vous avez entrevues dans ce que je viens de dire, mais il y a aussi autre chose. C'est que le mariage, et si le doyen Capiton était là, il l'aurait affirmé encore plus fort que moi, le mariage, ce n'est pas une loi parmi d'autres. Le mariage fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par conséquent à valeur constitutionnelle. Par conséquent, on peut remettre en cause le mariage, mais on ne peut le remettre en cause que par la Constitution. C'est ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, la Cour constitutionnelle espagnole a rendu, il y a maintenant à peu près 2 mois, son arrêt sur la constitutionnalité du mariage homosexuel en Espagne. Et la Cour constitutionnelle a répondu que le mariage pouvait être modifié parce que la Constitution avait prévu que le législateur pouvait modifier le mariage dans son article, si mes souvenirs sont exacts, 32 ou 36. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, c'est effectivement un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Parce que depuis 2 siècles, on n'a pas touché à la définition du mariage que je citais tout à l'heure, l'union d'un homme et d'une femme pour créer une famille. On n'a pas touché à cela. Il y a une pérennité de cette institution. Et cette pérennité, cette constance, ont fait que le mariage devient en réalité une institution de nature constitutionnelle. Cela fait partie de ce que le doyen Duguy appelait la constitution sociale de la France, c'est-à-dire quelque chose auquel on ne peut pas toucher à moins véritablement de modifier le contrat social qui nous unit tous, c'est-à-dire que le mariage fait partie de ce contrat social. Et j'irai même plus loin. Quand on relit l'article 34 de la Constitution, est-ce qu'il est dit que le législateur a le droit de toucher au mariage? Pas du tout. L'article 34 de la Constitution nous dit la chose suivante: le législateur fixe les règles concernant, non pas le mariage, mais les régimes matrimoniaux, et seulement les régimes matrimoniaux. Est-ce que cela veut dire que du même coup, c'est le gouvernement, avec le pouvoir réglementaire, qui pourrait toucher au mariage? Bien sûr que non. C'est bien évident. Par conséquent, nous sommes bien là dans un domaine de droit constitutionnel. Le jour où le constituant dira que le législateur peut toucher au mariage, nous pourrons modifier l'adage anglais selon lequel le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme. Nous pourrons dire le Parlement peut tout faire, y compris changer un homme en femme. Enfin, je voudrais insister sur quelques lacunes du texte. Je me souviens que lorsque nous avions discuté du Pacs, et je retrouve Jean-Pierre Michel qui était à ce moment-là le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale alors que je l'étais au Sénat, nous avions soulevé auprès de Madame le garde des Sceaux de l'époque le problème qui n'est pas toujours réglé véritablement de façon satisfaisante, qui est le problème des droits des beaux-parents, le problème des droits des ascendants, le problème des droits de tous ceux qui ont participé à l'éducation, à l'encadrement, à la formation des enfants. Là encore, c'est l'intérêt général de l'enfant que je recherche. Ce n'est pas autre chose. On n'a toujours pas ce texte. Alors je sais qu'il y a un amendement de notre rapporteur sur cette question, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que ceux qui véritablement se sont attachés au développement de l'enfant puissent avoir des droits qu'à l'heure actuelle, notre législation ne reconnaît pas.
Alors voilà donc l'un des éléments sur lesquels je pense qu'il est nécessaire d'attirer votre attention. Mais il y a aussi une autre idée. À l'époque de François Mitterrand, on a recréé une institution qui datait de la Révolution française. Cette institution, c'est le parrainage civil. Et dans le parrainage civil, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. C'est-à-dire que le parrain ou la marraine s'engage à suppléer aux parents en cas de défaillance de celui-ci. Et bien, par conséquent, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un peu plus le parrainage civil pour répondre justement à ce besoin qu'ont les conjoints dans un couple homosexuel ou dans un couple hétérosexuel éventuellement? Voilà quelques pistes sur lesquelles nous devons nous engager. Cela veut dire que tout ce qui concerne l'adoption n'est pas au point, il faut le revoir. Cela veut dire que tout ce qui concerne la délégation de l'autorité parentale n'est pas au point, il faut le revoir. Cela veut dire qu'il faut repenser également le statut des parrains et des marraines dans le parrainage civil. Voilà toute une série de pistes à explorer. Alors, je rappelle que notre point de vue est simple. Nous sommes pour l'union civile. Nous sommes pour faciliter l'adoption simple, mais pas pour faciliter l'adoption plénière. L'adoption plénière ne peut pas être appliquée en l'espèce. Par conséquent, nous proposerons des amendements dans ces deux sens. Mais si ces amendements ne sont pas acceptés, eh bien, nous serons obligés de voter contre l'ensemble de ce texte. Et puis, avant d'en arriver là, je voudrais tout de même rappeler que nous allons déposer 3 motions de procédure. La première motion, ce sera la motion d'irrecevabilité, parce que nous sommes convaincus qu'il y a suffisamment de causes d'inconstitutionnalité à l'intérieur de ce texte. Nous déposerons ensuite une motion de renvoi en commission, parce que, comme on l'a démontré, il y a un certain nombre de points qui restent obscurs. Je ne suis pas rentré dans le détail de chacun des points. Je ne suis pas rentré dans le problème de l'état civil qui va faire éclater la tête de la plupart des maires. Mais on garde la suite dans la suite des débats. Mais là encore, le renvoi en commission se justifie pleinement parce que nous estimons ce texte incomplet et non terminé. Et puis enfin, nous déposerons une motion préalable parce que nous estimons que la concertation qui était nécessaire dans cette affaire n'a pas eu lieu et qu'il est toujours temps de la reprendre. Merci.